Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un secteur où les femmes sont très peu représentées. Selon le rapport ITUE 2019, sur un effectif total de plus de 11 000 personnes employées par 14 compagnies minières industrielles, tenez-vous bien, seulement un peu plus de 800 étaient des femmes, soit 7,54% de l'effectif total. La disparité est criarde. Et pourtant, la contribution de la femme est bien réelle dans le secteur minier. Les rares qui ont la chance de s'assumer ont su relever le défi, ont su contribuer de façon significative à la bonne marche du développement. Où en sommes-nous jusque-là? Pourquoi les femmes sont si peu représentées dans le secteur minier? Comment rectifier le tir? Quels sont les freins? Que faut-il faire? En quoi un taux élevé d'employabilité des femmes de ce secteur peut-il être un salut pour le Burkina Faso? Mesdames et messieurs, pour aborder ces interrogations, nous sommes ravis d'être avec l'AFEMIB, l'association des femmes du secteur minier du Burkina, grâce à qui nous sommes réunis ce soir. Bonsoir, mesdames. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Lucie Cabré, née Caboré, est assistante administrative, présidente de l'AFEMIB, l'association donc des femmes du secteur minier du Burkina. Bonsoir, Madame Cabré. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci. À côté de vous, Madame Sirinatou Dabo, coordinatrice des affaires institutionnelles chez ESACAN. Vous êtes également responsable à l'organisation des journées de la femme dans le secteur minier. On va y revenir dans quelques instants. Bonsoir, et bienvenue sur ce plateau. Merci. En face de vous, nous avons Madame Amsatou Tapsoba Nekompaoré, attachée de direction au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, plus précisément au secrétariat général. Bonsoir, Madame Tapsoba, et merci d'être là ce soir. Merci. Et à côté de vous, Madame Maïmouna Guimbré Newedraogo, vous êtes ingénieure métallurgiste. Vous êtes d'ailleurs la première femme métallurgiste du Burkina Faso. Bonsoir, Madame, et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout de suite, la première question. Là, je m'adresse à la représentante du ministère chargée des Mines ce soir. Madame Tapsoba, dites-nous quelle est la situation aujourd'hui des femmes dans le secteur minier. Que s'y passe-t-il? D'accord. Merci pour la parole et l'opportunité que vous nous offrez ce soir de faire une présentation sur la situation des femmes. Et lorsqu'on prend les formes d'exploitation minière au niveau de l'artisanat minier et de l'artisanat semi-mécanisé, nous avons une représentation de 30% de femmes, ce qui n'est pas tellement reluisant. Et il y a aussi au niveau des mines industrielles où la représentativité est de 11%. Et selon des données que nous avons recueillies aussi auprès de la DRH, la Direction des ressources humaines du ministère, et en 2023, l'effectif du personnel des structures centrales était de 495 et les femmes représentaient seulement 133, dont 25%. Et on dénombre les femmes cadres catégorie A, P assimilées, 49, et celles occupant des postes de responsabilité, c'est-à-dire nommées par arrêté, décret ou décret, elles sont au nombre de 43. Alors, pour dissocier et un peu donner plus de précision, celui des femmes géologues et miniers s'élève à 14, dont 4 seulement sont nommés à des postes de responsabilité. Bon, il va sans doute dire qu'il y a un travail à faire pour essayer de relever le niveau de représentativité des femmes dans les structures minières. C'est bien clair que les chiffres sont totalement en deçà, on va dire, des attentes de toutes ces femmes qui sont ici présentes. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier cet état de fait? Bon, c'est un peu diversifié. Il faut reconnaître que le métier de mine n'est pas toujours facile. Et on dirait que c'est un métier que les gens ont toujours dit c'est réservé à la gente masculine parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont autour de ce métier. Et
Lorsqu'on prend au niveau des sites miniers, et souvent c'est très éloigné des domiciles familiales. Donc c'est un peu difficile parfois pour une femme de s'éloigner jusqu'à 200 km ou 250 km pour aller travailler et parfois être obligée de dormir là-bas, laissant ses enfants. Et sûrement, elle va dormir aussi dans des conditions précaires. C'est peut-être tout ça qui explique la faible représentativité des femmes dans le domaine. Alors, cette faible représentativité, est-ce que vous avez un mot à ajouter, Madame Cabré? Merci. Je pense que Mme Tapsoba a tout dit. C'est vraiment juste ce qu'elle a relevé. Il y a la pénibilité du travail également, parce que si on prend au niveau de l'artisanat minier, c'est assez difficile comme travail. Donc, et l'accès aussi du foncier pose problème. Donc, du coup, on voit le faible niveau de participation des femmes. Et quand on prend au niveau des mines industrielles, comme elle a relevé, c'est un endroit où les femmes travaillent 12 heures par jour. Monter à 6 heures pour descendre à 18 heures, ce n'est pas facile. Donc, tous ces facteurs font que c'est un peu difficile pour les femmes. Mais je pense qu'on a pris l'engagement d'être positif maintenant, voilà, pour rendre hommage à toutes les femmes qui travaillent et inviter les structures qui sont au niveau décisionnel de créer de meilleures conditions de travail pour que les femmes là puissent être plus représentées dans ce secteur dit masculin. Merci, Madame Cabré. Madame Dabo, à quoi ressemble le quotidien d'une femme dans ce secteur? Que se passe-t-il? À quoi ressemblent vos journées généralement? Alors, merci. Il faut dire que sur les sites, on n'a pas une journée particulièrement dédiée à la femme. Sur le site, tout le monde est pareil. Dès le matin, hommes comme femmes, on enfile nos tenues de travail. Et puis, pour celles qui commencent à 6 heures, sont déjà prêtes. Et celles qui sont dans l'administratif, qui commencent à 7 heures aussi, sont là comme personnel de support à ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est vraiment non-stop, avec des pauses vraiment bien calibrées. Mais on a la chance d'avoir souvent des collègues qui nous portent et on ne se sent pas femme nécessairement lorsqu'on est sur le terrain. On se sent juste employé, venir pour respecter son contrat. Madame Guembré, vous, je le disais tantôt, vous êtes la première femme métallurgiste du Burkina Faso. Vous avez un parcours, vous avez été plusieurs fois dirigeante de sociétés minières au Burkina Faso ici, aujourd'hui consultante. Vous continuez d'exercer, je le dis, c'est un parcours. Comment tout cela s'est passé? Quel a toujours été le regard des autres sur vous? Merci. Effectivement, le travail sur site, c'est pas aussi facile que ça, mais je me dis que quand on a l'amour de ce qu'on fait et que on a pris la décision de travailler comme minière, on ne sent pas cette difficulté des 12 heures de travail ou bien ces difficultés de dormir sur site dans des conditions pas comme chez soi. Au contraire, on voit que l'objectif de remplir sa mission et de ne pas... Enfin, on essaie de relever les défis, si bien que parfois on ne se rend pas compte qu'on est femme parmi tant d'hommes, ou bien qu'on fait un travail pénible. La preuve est que généralement, les femmes, en tout cas techniciennes, qui prennent des postes le matin, le plus tôt possible, à 6 heures, là, elles sont souvent plus en avance que leurs collègues hommes. Elles ne sont jamais en retard et elles sont épanouies quand elles arrivent à faire leur poste, quand elles descendent de leur poste de travail. Maintenant, c'est vrai que les conditions ont beaucoup varié. Ça s'est amélioré, je dirais. À vous début, c'était comment?
Ça n'a rien à comparer aux conditions de vie sur site Expliquez-nous, aujourd'hui. c'était comment dans le temps? Dans le temps, déjà, Par exemple, pour vous qui arriver êtes sur métallurgiste, site, déjà, oui. ça quoi consistait donc cette fonction de métallurgiste? Qu'est-ce que c'est? La métallurgie, dans une mine d'exploitation d'or, c'est d'extraire le métal or du minerai, le minerai, c'est l'ensemble de la roche, la terre, de cet ensemble de roches-là. Donc, c'est le concassage, le broyage, puis la récupération même du métal proprement dit, qui se fait soit par méthode chimique, la lixiviation par exemple, ou bien par méthode physique qui peut être par gravimétrie, c'est-à-dire on utilise des outils comme des tables à secousses, des jigs, des concentrateurs pour extraire le métal du minerai broyé, concassé et mis dans les conditions d'extraction du métal. Ensuite, bon, c'est un peu long, mais c'est l'essentiel comme ça. Et la fonte. Et à son temps, tout ça, c'était pénible. Bien sûr, parce qu'en son temps, rien que pour avoir les EPI, je vais dire, les équipements de protection, ce n'était pas évident. Moi, j'ai commencé à Essakane. Essakane est à plus de 250 km de Ouaga. Et la voie même entre Ouaga et Kaya n'était pas encore bitumée. N'en parlons pas Dori et Kaya Dori, ou bien de toute façon, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'entre Dori et Essakane, ça soit bitumé. Donc, on pouvait, déjà pour arriver sur site, il faut compter sur 2 jours. En saison de pluie, il arrive que nous arrivions par exemple à Falaguntu et pour traverser, il y a de l'eau dans la rivière qui sépare Falaguntu du site, ou bien si on doit passer par la route de Gorom, on arrive à Samounai, c'est complètement barré parce qu'il a plu quelque part et l'eau est venue dans la rivière, on ne pouvait pas passer. On retourne dormir à Dori, à l'auberge populaire, avant de continuer le matin. Heureusement que l'eau coule vite aussi. Parfois, c'est pénible parce qu'on n'avait même pas de maison assez bien équipée comme c'est le cas de nos jours. C'était dans des filodes, c'est des petites cubes de peut-être 2 mètres carrés. Et bon, il arrive qu'à Essakane, vous dormez la nuit, il y a eu un vent, et si vous vous levez, c'est juste la partie où vous vous êtes couché qui est un peu propre. Tout le reste, c'est de la poussière. Et la chaleur, quand on préparait la plateforme de lixiviation, tu t'amuses, tu ne portes pas de chaussures de sécurité adaptées, tu ne peux pas faire le travail parce que si tes pieds rentrent dans le sable, ça va se brûler. On peut cuire un œuf dans le sable. À cette température? Oui, à certains moments de l'année. En plus, il n'y avait pas assez d'eau. Oh. Et c'était compliqué. Mais on ne se rendait même pas compte. Alors, de nos jours, je me dis que mes filles, je dirais, et mes petites sœurs, elles arrivent à travailler encore mieux parce qu'elles ont de meilleures conditions. Les conditions se sont largement améliorées. Améliorées, quoique il faut continuer à les améliorer. Il faut continuer à prendre en compte vraiment leurs besoins spécifiques pour qu'on puisse avoir une meilleure représentativité. Sinon, si tu n'es pas engagé, tu ne peux pas. Merci. Madame Guembré l'a dit tout à l'heure, Madame Cabré, il faut travailler à tenir compte des besoins spécifiques des femmes parce qu'on le sait, ça existe. Ce n'est pas comme nous les hommes qui sont généralement tout peinards. Mais vous, quand vous devriez travailler en mine, il y a toute une famille derrière vous. Par moment, on apprend qu'il faut faire 2 semaines sur le site. Pendant ce temps, c'est le foyer qui attend de longs moments, 2 semaines,
c'est une femme au foyer, souvent c'est très difficile. Comment on arrive à joindre cette vie professionnelle à la vie privée? Oui, la conciliation Oui. entre vie professionnelle et vie... Oh, je pense que tout dépend des foyers aussi et de l'être humain. Ce n'est pas seulement spécifique à ce secteur, mais dans toute vie où dans le foyer, monsieur et madame travaillent, même au niveau des fonctionnaires de l'État, nous avons des célibataires géographiques, comme on aime bien les appeler. Je pense que toutes ces choses-là, c'est le savoir-vivre, c'est accepter, se dire la vérité, se parler, se comprendre. Se comprendre. Parce que s'il y a la compréhension dans la famille, c'est facile que l'homme ou la femme aille faire une semaine ou deux puis revenir sans problème. Donc, je pense que ce cas spécifique, je dirais que ça impacte tous les autres secteurs d'activité. Maintenant, en ce qui concerne la toute petite spécificité au niveau du secteur des mines, c'est que ce sont les pesanteurs sociaux qui font qu'on a du mal à comprendre la femme qui travaille. Il y a beaucoup de clichés. Oui, et je prends l'exemple, hier, il y a un monsieur qui est venu chez nous au bureau pour récupérer une tenue. Voilà, il a sorti des propos, voilà. Donc, c'est une mauvaise appréciation et ça entache souvent la vie en famille. Voilà. Sinon, les femmes arrivent. Il y a des femmes qui ont fait toute leur carrière dans le secteur. Les enfants ont bien suivi les cours, les enfants travaillent. Voilà. Elle arrive à gérer sa famille. Et de nos jours, je pense qu'avec l'aide de ce que nous avons comme, je dirais, matériel ménager, peut-être qu'au temps de Mme Guembré, il n'y avait pas de congélateur où on pouvait conserver les repas voilà, longuement. Je pense que présentement, il y a beaucoup de facteurs qui améliorent vraiment cette façon de faire. Donc, du coup, bon, les femmes arrivent quand même à conjuguer. Et en plus de ça, il y a des gens qui renforcent les capacités de ces femmes. Nous avons par exemple à la FEMIB notre experte genre qui fait des formations pour aider les femmes et les jeunes filles à pouvoir concilier la vie de travail et puis la vie de foyer. Merci. Donc je pense qu'à ce niveau, quand même, il y a des dispositifs qui sont là pour aider les femmes à pouvoir concilier ces deux... Voilà. Madame Dabo, est-ce que c'est toujours facile? Est-ce que nous, hommes, ou dans la société, on est toujours compréhensif vis-à-vis de ce rôle, de cette place que vous occupiez donc en mine? Oui, c'est vrai que parfois, ce n'est pas facile. Et il faut tomber sur un conjoint qui puisse comprendre. Et quand ensemble, vous organisez votre vie de telle sorte qu'il puisse prendre le relais pendant que madame aussi part pour son travail. Et aujourd'hui, on est aidé par la technologie qui permet de rester constamment en contact et avec les enfants et avec toute la famille. Donc, c'est une question de compréhension et de support. Sinon, parfois, ce n'est pas simple. Et jusqu'à présent, il y en a qui ne sont pas prêts à voir madame partir aussi longtemps. Ah oui, voilà. C'est pas simple. Donc, 2 semaines. Oui, c'est pas facile, mais bon, quand on se dit que c'est pour une bonne cause, quand on se dit que c'est pour l'équilibre de la famille, et c'est le sacrifice à supporter pour que tout le monde puisse avoir l'harmonie, tant pour les enfants et puis pour le couple même. C'est vrai que le contrat social même en tant que tel, lui-même, il est souvent pesant parce qu'on est tout le temps parti et puis il y a des événements qui se passent derrière nous. Donc, et chaque fois quand on vient, il faut concilier. On est toujours en train de courir pendant les pauses. Pour rattraper, essayer d'être présent. Donc, ça demande une organisation personnelle même de la femme et surtout aussi de son conjoint. Donc, portez-nous parce que vous êtes l'autre moitié du ciel afin que nous puissions rayonner pour le bien de toute la famille. Absolument. Madame Tapsoba, il a été démontré sur ce plateau que les conditions de travail se sont beaucoup améliorées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les sociétés minières elles-mêmes ont pris la pleine mesure de la situation? Est-ce qu'elles tiennent compte de ces besoins spécifiques des femmes, surtout?
que ce soit la société minière ou en administration minière. Est-ce que ces besoins spécifiques des femmes sont pris en compte? Bon, à ma connaissance, ces besoins spécifiques des femmes, du côté du ministère, ce que je peux dire, c'est peut-être le ministère aussi fait des efforts. Je veux dire, l'État fait des efforts. Avec, je sais que récemment, il y a eu un projet de convention qui a été signé avec l'université de Fada pour former les femmes cadres qui désirent amorcer les études dans le secteur des mines. Donc, peut-être, sinon, les conditions difficiles que les femmes vivent, bon, je ne vois pas un volet où ils ont pu vraiment donner une solution pour... Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a... Je pense que... Oui. Excusez-moi. Allez-y, ça va bien. Je pense que au niveau de l'industrie minière, il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, pour les congés de maternité, il y a des mines où les femmes ont plusieurs mois de congés de maternité, pas seulement les 3 mois. Ça veut dire au-delà des 3 mois que Oui, prévoit le Code du travail? Par exemple, chez nous, enfin, j'ai dit, à Andiavo, les femmes qui travaillent sur site ont 9 mois de plus de congés de maternité en plus des 3 mois normal qu'on doit avoir. C'est déjà pas mal. En plus de ça, pour que les femmes aussi soient... Ça veut dire que c'est quoi? Ce sont des congés payés? Oui, bon, c'est des congés payés, mais par exemple, après les 9 mois, si vous voulez continuer par exemple, à allaiter l'enfant jusqu'à 18 mois ou 11 mois ou 12 mois, vous pouvez le faire, mais vous allez peut-être avoir un demi-salaire. Ça dit qu'il y a pas mal ils essaient, en tout cas, d'aider à retenir les femmes déjà employées sur les sites miniers. C'est déjà ça. En plus de ça, par exemple, je laisserai Mme Dabo en parler pour Estacan, mais l'exemple que je sais à Andiavo, par exemple, le fait d'embaucher des femmes ou bien de les promouvoir à des postes de responsabilité constitue une clé de performance, indicateur de performance pour les services. Par exemple, je suis du service technique. Si le vice-président s'occupant du service technique emploie beaucoup de femmes qui sont compétentes, qui font leur travail sans vraiment être reprochées de quoi que ce soit, c'est une clé de performance. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a pas mal d'essais de nous mettre à l'aise de plus en plus. Et j'apprécie vraiment cela. Oui, et à Essacan aussi, je sais qu'il y a... Oui, tout à fait. À Essacan, nous, on a la chance d'avoir droit à 14 mois. 14 mois de congé de maternité, wow, au-delà de ce que la loi impose à tout employeur. Et durant ces 14 mois laissés à toutes les femmes, il y en a qui prennent tous les 14 mois, il y en a qui sectionnent en fonction de l'état de santé et d'avancement de croissance de l'enfant. Donc, durant les 14 mois, et après le congé légal, la femme bénéficie d'un demi-salaire pour allaiter tranquillement son enfant. Et aussi, pendant la grossesse... Pendant ces 14 mois, elle perçoit normalement... Elle perçoit un demi-salaire. Elle perçoit son salaire un demi-salaire durant tous les 14 mois jusqu'à ce qu'elle reprenne. Okay. Donc, c'est pour permettre à la femme d'allaiter tranquillement et de voir son enfant grandir. Parce que si vous faites déjà le nombre de mois légal que la loi impose, ajouté aux 14 mois, normalement, si l'enfant n'a pas de problème de santé, je pense que la maman peut revenir travailler en toute quiétude. Donc, c'est dans ce sens-là que ces politiques ont été mises en place pour nous accompagner.
Il y a aussi les cas de grossesse. Parce que être en grossesse ne t'empêche pas d'aller travailler jusqu'à un certain nombre de mois donnés. Donc, pour certaines femmes qui travaillent dans des unités spécifiques, il y a ce qu'on appelle souvent les réaménagements de tâches pour ne pas exposer la femme enceinte. Te permettre d'avoir une grossesse épanouie tout en faisant ton travail jusqu'à un niveau donné. Et mieux, on a des politiques d'inclusion qui tiennent compte de l'évolution de la femme. C'est comme Madame Guembré l'a dit aussi, qui constitue aussi des clés de performance et tout. Et on a la chance aussi d'avoir l'administration qui nous soutient. Et on a Essakane, par exemple, la cellule genre, une cellule de femmes qui écoutent et qui prennent une cellule qui regroupe les femmes où on discute de nos différentes conditions et tout. Ça peut facilement aller sur nos conditions de logement, voir qu'est-ce qu'il faut aménager, ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il reste à faire, mais comparé à ce que Madame Guembré a vécu aux premières heures, je pense que nous sommes bien lotis pour le moment. Madame Cabré, au niveau de la FEMIB, est-ce que vous avez toutes ces données? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de dire, oui, nous sommes fiers que ces conditions se soient beaucoup améliorées? Bon, je pense que l'aîné l'a dit tout de suite, Madame Guembré a dit, ça s'est amélioré, mais il reste encore à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui. Et ce n'est pas dans toutes les mines que ces dispositifs existent. Voilà. Il y a des mines qui n'emploient même pas beaucoup de femmes. À plus forte raison de chercher à améliorer. Est-ce que vous les soupçonnez? Est-ce qu'ils évitent même de recruter des femmes? Bon, ça, parce qu'on le sait, hein, dans d'autres secteurs, on sait clairement qu'il y a un certain nombre de structures où on évite au maximum de travailler ou de recruter des femmes. On le voit, nous vivons dans la société, on le voit. Est-ce que vous avez ces soupçons-là dans le secteur des mines aussi? Nous ne saurons le dire. On n'ose pas apprécier. Okay. Voilà. On demande seulement que les mines, toutes les mines emploient les femmes pour accroître leur productivité. Voilà. Sinon, comme je le disais, il y a des mines qui n'ont pas encore pris ces bons exemples pour faciliter la vie des femmes, surtout les femmes enceintes ou bien les femmes allaitantes. Il y a des endroits où les femmes ont été obligées de démissionner, voilà, pour pouvoir préserver leur grossesse et accoucher tranquillement. Donc, ces cas existent toujours. Donc, nous, à FEMIB, ce que nous faisons, ce sont des plaidoyers, voilà, pour solliciter auprès de ces responsables d'alléger certaines conditions pour permettre à la femme qui y travaille d'être épanouie et conserver son travail, conserver son foyer et voir grandir tranquillement ses enfants. Et sur la loi relative en tout cas au contenu local, il était question effectivement de faire une part belle, en tout cas aux femmes à son temps, même aussi avec le fonds de développement minier, il était question, les plaidoyers ont été faits, on vous a écouté à plusieurs reprises sur ça, où il était question de consacrer 30% en tout cas de ce fonds aux activités qui font la promotion de l'autre moitié du ciel. Mais bon, au bilan, visiblement, on cherche toujours les actions concrètes sur le terrain. Qu'en est-il? Merci beaucoup, M. Traoré. Merci surtout de revenir sur notre plaidoyer. Oui, bon, disons qu'au niveau du ministère, nous sommes conscients qu'ils font des efforts quand même. Nous ne pouvons pas dire que ça n'a pas bougé. Même au niveau de la stratégie nationale du contenu local, la FEMIB a été associée à la rédaction de cette stratégie. Même si tout ce que nous avons dit n'a pas été pris en compte, ils font des efforts. Maintenant, l'autre point, c'est que c'est vrai qu'il y a ce dispositif qui existe. On incite les femmes à entreprendre, mais vous savez qu'au Burkina, les conditions sont assez difficiles. L'accès au crédit pose toujours problème. Parce que pour entreprendre aujourd'hui et pour fournir à une mine, il y a des standards qu'il faut respecter. Donc, ce qui veut dire qu'il faut injecter beaucoup d'argent. Et du coup, comme ça, ce n'est pas évident. Concernant le Fonds minier de développement local, nous n'avons pas encore eu au moins 30%, mais quand même, il y a eu des efforts qui ont été consentis par le ministère et les acteurs parce qu'ils ont élaboré un guide d'utilisation de ce fonds. Et dans ce guide, quand même, il est prévu l'utilisation du fonds-là au profit des femmes et des jeunes pour
réaliser des activités génératrices de revenus au niveau communautaire. Cependant, ce qui manque à ce dispositif, c'est qu'on n'a pas parlé de comment accéder aux ressources même. Ça se limite aux formations, au renforcement de capacités. On peut former les gens sur les métiers, c'est possible, c'est éligible, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Donc, voici où nous en sommes. Et c'est là que le rôle de l'AFEMIB devient important, parce que vous travaillez à interpeller, à faire des plaidoyers, à faire beaucoup de formations. En tout cas, vous veillez au grain. Oui, je vais, avec votre permission, laisser Madame Yé, qui est notre experte chargée à la formation. Elle pourra s'exprimer. Et puis voilà. Madame Yé, allez-y, prenez le micro. Ce que je peux dire concernant la FEMIB, c'est que dans le cadre de notre plan stratégique, nous avons développé un certain nombre de programmes pour renforcer le leadership des femmes. Parce qu'il faut dire que l'une des préoccupations aujourd'hui dans les sociétés minières, une fois que la femme accède, elle doit se maintenir et elle doit pouvoir monter à des échelons plus hauts. Et souvent, on constate que là aussi, la difficulté est là, parce que des femmes accèdent à des postes, elles y restent plusieurs années, à des gens qui viennent après, qui deviennent chefs d'équipe, qui deviennent ensuite superviseurs et même contremaîtres. Pendant ce temps, notre dame qui se démène est toujours dans la catégorie pratiquement où elle est rentrée. Et pour ça, il faut travailler donc à améliorer leur leadership, améliorer leurs compétences. Parce que je dis souvent que quand tu rentres à un poste, tu dois savoir où est-ce que tu veux aller, à quel niveau tu peux arriver, te préparer pour y arriver. Donc, je pense que dans notre travail, c'est ce que nous faisons. Et pour les jeunes filles, voilà, parce que les jeunes filles aussi ont beaucoup de difficultés pour avoir des stages, pour avoir des emplois. Nous travaillons aussi à améliorer leur leadership. On a un programme de mentorat qu'on est en train de mettre en place et de coaching, donc pour accompagner les jeunes filles, parce que c'est surtout là-bas qu'il faut travailler. La génération actuelle est en train de sortir, mais nous devons préparer la relève pour que ces fils-là puissent relever le défi. Donc, c'est ce que je peux ajouter par rapport à l'intervention de Mme Cabré. Merci beaucoup, Mme Yé. Est-ce que par là, quelqu'un veut ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Sinon, on va revenir sur le plateau ici. Je vais m'adresser maintenant à Mme Guembri. Madame, dites-nous, pourquoi l'ensemble des acteurs devraient-ils se donner la peine pour donner cette place de choix à la femme? Qu'est-ce qui pourrait changer? Merci. Je vous disais tout de suite que les femmes, quand elles sont engagées, elles font bien leur travail. C'est pour le développement du secteur, c'est pour le développement du Burkina en général. Parce que si les femmes qui travaillent bien sont acceptées, sont incluses, sont promues à des postes de responsabilité, elles peuvent faire des merveilles. Et c'est ça qui va aider au développement du secteur, à la productivité dans les mines. Voilà ce que je peux dire en bref. Madame Dabo, pourquoi on devrait vous faire de la place? Alors, pourquoi on devrait nous faire de la place? Il faut dire qu'avant tout, nous sommes assez méticuleux dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons dans nos rangs toute la ressource qu'il faut pour mettre en place toute une mine. Depuis le personnel de support stratégique et tout ce qu'il y a. Donc, dans nos rangs, on peut trouver des géologues capables d'aller explorer le sol. Nous pouvons trouver des métallurgistes. Il y a plusieurs mètres sous profondeur pour extraire le minerai. Oui. Aujourd'hui, on pourra en revenir. Actuellement, nous sommes en train de faire une campagne digitale et la photo d'aujourd'hui porte sur une qui fait l'ingénierie mine souterraine, si ma mémoire est bonne. C'est celle qui est à l'honneur ce matin. Donc, c'est pour dire que nous avons ce qu'il faut, nous avons de la ressource pour autant qu'on nous donne l'opportunité de nous exprimer. Et je peux le dire sans trembler que nous pouvons à toutes les étapes mettre en place une mine, la développer et puis faire profiter tout le Burkina de ce truc. Pour autant qu'on nous donne cette opportunité. Donc, je pense que les politiques devraient être de telle sorte qu'on tienne compte de la femme et de savoir que nous avons notre mot à dire et c'est sûr que notre mot pèsera pour le développement du Burkina de façon générale. Merci. Madame Cabré, les difficultés et autres goulots d'étranglement ont été identifiés. La situation est connue.
aujourd'hui, en termes de perspective, qu'est-ce qu'il faut? Oui, en termes de perspective, je pense que tout va de nos textes. Voilà. Par exemple, il y a la charte genre de la CEDEAO, il y a même les textes communautaires, hein, et même mais notre code minier, il est en relecture aussi. Je pense qu'on pourrait consigner, voilà, tout ce que nous voulons, à ce que les politiques, les autorités acceptent de donner ces opportunités. Est-ce que déjà vous êtes même impliqué? Parce que le processus a commencé, et le processus de relecture. Oui, nous avons été impliqués, même si nous avons toujours été impliqués. Okay. Voilà, c'est la fin là qui... C'est le résultat. Voilà, c'est le résultat là qui, la mise en œuvre souvent, voilà, qui démontre que nous n'avons pas, ce que nous avons voulu dire n'est pas ressorti. Voilà, donc je me dis qu'on pourrait, s'il y a cette bonne volonté, on pouvait essayer d'écouter les voix des femmes et les mettre dans les textes qui réglementent le secteur minier pour faciliter la participation des femmes. Quand nous prenons, par exemple, les mines artisanales, c'est assez difficile. Le gouvernement a engagé, et le ministère des Mines a engagé les réformes depuis quand même une année. Mais jusque-là, on peut compter, il y a combien de femmes qui ont accès aux titres miniers? Voilà. Il y a combien de femmes? Donc, c'est une question pour moi, hein, c'est une question de volonté. On peut mettre des, je ne sais pas, bon, oui, c'est bien ça, des faveurs. On peut, voilà. De la discrimination positive. Oui, voilà, exactement. Voilà, cette discrimination positive-là, on peut l'appliquer dans ce secteur-là pour permettre aux femmes de relever leur niveau de participation. Comme Mme Guembré l'a dit, quand les femmes sont au devant des choses, ça marche. Et Mme Tchombiano a l'habitude de dire que quand la femme fait quelque chose, elle le fait bien. Et surtout quand elle est épanouie, le résultat est exceptionnel. Mais la preuve, peut-être, ce sont ces deux sociétés qui sont peut-être représentées ce soir. On ne parle pas de tout le monde, mais quand vous entendez des témoignages qui sont édifiants, on voit que la productivité est au rendez-vous. Oui, bien sûr. Mais ça peut être encore mieux. On peut davantage améliorer. S'il y a plus de femmes et si on donne vraiment les moyens aux femmes, on leur donne la place qu'il faut aux femmes, les femmes vont faire des merveilles. Merci. Je pense que nous, les femmes, même, nous avons un travail à faire parce qu'il faut que nous-mêmes, nous inculquons le leadership même dans notre quotidien et travailler à avoir de la visibilité dans les structures pour pouvoir occuper les postes de responsabilité et les postes de prise de décision. Donc, je pense que cela aussi peut contribuer à ce qu'on revalorise. Est-ce que vous avez souvent l'impression que les femmes elles-mêmes se décident de se mettre en marge d'une certaine dynamique qui ne les valorise pas forcément? Oui, parce que vous savez, pour mobiliser les femmes, ce n'est pas facile. Hein. Il y aura la journée du 14 là, où le ministère a besoin de 20 femmes pour participer. Et j'ai commencé le travail, je vois que c'est fastidieux. Donc, chaque jour, il faut appeler, rappelle-moi, ou bien je ne suis pas sûre de pouvoir venir. Bon, c'est nous-mêmes, la volonté doit venir de la femme même. Parce que, bon, on se met à l'écart alors que, bon, on peut le faire. Là aussi. Madame Dabo, ça aussi, c'est des faits réels. C'est vrai qu'il faut accompagner les femmes. C'est vrai qu'il faut adopter des politiques pour un peu les privilégier. Mais il faut aussi, à un moment donné, s'assumer. Bien sûr. Bien sûr, et justement, au sein de la FEMIB, nous militons justement, nous avons des formations en leadership et ce qui nous amène souvent au niveau des universités pour faire comprendre aux jeunes sœurs, et depuis la base, avant même la fin, que rien n'est donné, il faut se battre, il faut avoir du leadership, il faut aller chercher la chose là où elle se trouve et surtout montrer qu'on a la capacité de pouvoir faire. Donc rien ne nous sera offert sur un plateau, c'est à nous-mêmes d'aller chercher. Et nous menons des activités dans ce sens. Et à notre sein même, on a des étudiantes aussi qui sont là. Et nous, on a des aînés que nous suivons. Elles aussi, elles nous prennent comme des exemples. Et je pense que toute cette chaîne qui va se mettre en place, ça va se faire avec le temps, mais elle commence à comprendre, elle s'affirme. Et puis je pense que
si on se donne rendez-vous dans 5 ans, 10 ans, je pense que la donne sera bien renversée. Ok, la donne bien renversée. En tout cas, c'est de tout ça qu'il sera aussi question à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes dans le secteur minier. Et la FEMIB compte marquer d'une pierre blanche cette célébration. Oui, tout à fait. Alors, l'objectif global recherché à travers la célébration, surtout pour cette année, c'est de contribuer à renforcer la participation des femmes au développement et puis à la gouvernance du secteur minier. Donc, il faut dire que c'est une activité qui a été instituée par notre organisation au plan international, International Women in Mining, et depuis 2022, et la date du 15 juin avait été arrêtée. Donc, au niveau de la FEMIB, depuis la première édition, nous avons essayé de célébrer la journée selon nos moyens. Donc, c'était l'occasion pour nous de rendre hommage à 3 personnalités qui ont marqué vraiment le monde minier. Et on a fait hommage à la première métallurgiste du Burkina. On a fait hommage... Nous avons la chance de recevoir ce soir. Tout à fait. Nous avons rendu également hommage à la première géologue du Burkina, à qui je fais un coucou en passant. Nous avons également rendu hommage à la première femme directrice pays d'une exploitation minière, Madame Tamboura, coucou en passant. Alors, donc, et en 2013, on a voulu 2023, je ne sais pas pourquoi je vais vous ramener en arrière. Et en 2023, on a organisé un webinaire sur la place de la femme dans le secteur minier qui avait été développé par des éminentes personnalités du monde du secteur minier. Donc, pour cette année, nous avons décidé de célébrer et de faire pas mal d'activités pour marquer justement cette célébration, parce que vous l'avez dit tout de suite, il faut qu'on s'affirme, il faut qu'on n'ait pas peur d'aller au-devant, il faut que les gens sachent que nous sommes là et qu'on peut compter sur nous. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié une série d'activités qui a commencé depuis le 1er juin à travers la campagne digitale. Donc c'est publier la photo d'une femme dans le secteur minier toute la journée. C'est-à-dire ça vise à faire la promotion de tout ce que nous avons comme expertise dans nos rangs. Donc, chaque jour, il y a une photo qui passe avec des vidéos, des messages clés. Donc, ça va du 1er au 30 juin. Et dès le 11 juin, nous avons la visite du site minier de Orezone qui nous ouvre ses portes pour une visite d'une mine industrielle. Et après, nous allons nous attarder sur un site d'orpaillage, Kaktanga, j'espère que je prononce bien, pour continuer à faire une campagne de sensibilisation. Parce qu'il faut dire aussi que la sensibilisation aussi fait partie des activités que AFEMIB mène au niveau des sites d'orpaillage. Donc nous allons faire une halte là-bas le 11 pour continuer la sensibilisation sur place. Le 12, il y a un atelier que nous comptons organiser sur l'approche genre dans le système environnemental et minier, parler des défis, des perspectives. Donc ça va se passer au niveau de la BEMAC. Donc nous avons d'imminentes personnalités qui vont venir échanger par rapport à cette question-là. Bon, il y a une émission spéciale 13 qui sera organisée sur le rôle et la représentativité des femmes, ainsi que leur contribution au développement et à la gouvernance dans le secteur minier. Donc, mais la journée, l'apothéose même pour nous, c'est la journée surtout même du 14. La journée porte ouverte proprement dite, sous le patronage de Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, et sous le parrainage de M. Tidiane Barry, directeur général de la mine de Sakan. Donc, après les cérémonies d'ouverture, nous avons des communications et des panels qui sont prévus. Bon, une des communications les plus importantes aussi pour ouvrir le bal porte sur le cadre juridique et réglementaire, notamment le code minier communautaire, la charte CEDEAO, le code minier burkinabé, pour parler de toutes ces questions-là. Ensuite, il y aura des panels sur le développement personnel, la compétence et le leadership des femmes, un système de coaching et de mentorat. Il y aura aussi une animation sur une étude menée par le PAGFM qui porte sur la question du genre dans le domaine minier. Donc, toutes ces questions seront abordées au cours de la journée du 14. Ensuite, comme autre panel, on a le rôle des femmes dans la transition vers des pratiques minières responsables, sans mercure, à travers l'adoption de l'application des principes du COCRAF. Donc, le panel sur la place des femmes dans les mines
dans la mise en œuvre de la stratégie nationale du contenu local, les avantages économiques à long terme de l'investissement dans l'autonomisation des femmes, qui sera également animé par M. Jonas Yen sur la question du contenu local. Et avant de clore avec le panel sur le partage d'expériences de 5 femmes dans le domaine minier. Donc ça va être l'occasion pour ces femmes-là d'échanger à bâton rompu avec les jeunes sœurs qui seront là sur place. Donc ça, c'est vraiment la cérémonie et le panel qui marquera la fin de la journée du 14. Et le 15, nous avons l'Assemblée générale de la FEMIB même pour respecter nos textes et puis voir qu'est-ce qu'il y a à mettre comme nouvelle clause d'amélioration dans notre façon de faire. Et le soir, on a prévu une soirée d'hommage. Une soirée d'hommage pour dire merci à toutes les personnes, d'abord à nos dévancières, les pionnières, celles-là même depuis 2000 qui se sont battues pour mettre en place la FEMIB qui tient jusqu'à aujourd'hui et qui sont toujours là, qui nous donnent des précieux conseils afin que nous puissions tenir le bébé qui grandit tout doucement. Donc nous allons rendre hommage à ces dames-là. Et il n'y a pas que les dames, parce que nous travaillons avec toutes les personnes. AFEMIB est ce qu'elle est, parce qu'il y a des personnes, hommes comme femmes derrière, qui ont participé à l'ancrage même de l'association. Et aussi, il y a des personnes qui, de leur position, aident les femmes dans leurs tâches quotidiennes, aident les femmes à s'affirmer encore mieux sur les sites miniers. Donc nous avons décidé au cours d'une soirée de dire merci à ces personnes-là. Et tout ça, ça va être le samedi soir lors de cette soirée hommage. Voilà en gros quelques activités phares que nous avons prévues pour célébrer la femme durant tout ce mois de juin. Donc, c'est vraiment ces activités, entre autres. C'est un programme riche. Tout à fait. Donc, nous pouvons nous réunir, réfléchir et puis ne pas faire trop de flocons ni de djandjoba. Faire bouger les lignes aussi. Merci. Alors, Madame Guembry, ici aujourd'hui, vous devriez parler à vos filles, on va dire, à vos jeunes sœurs. Quel sera le message à l'occasion justement de cette journée internationale dédiée aux femmes du secteur minier? Merci. Je leur dirais tout simplement, soyez compétentes. Dans le secteur minier, ce qui compte, c'est la compétence. Il ne faut pas s'attendre seulement à la discrimination positive. Soyez compétentes, aimez ce que vous faites et vous allez voir que vous allez vous épanouir professionnellement dans le secteur minier. Merci, Madame Guembry. Nous sommes en train de finir. Madame Cabré, tour de table, votre dernier mot avant qu'on ne se quitte. Le dernier mot, c'est de dire merci à nos aînés, nos dévancières qui ont pensé à mettre une structure en place, un cadre d'échange pour voir comment travailler à améliorer les conditions de vie et de travail des femmes. Parlez de la FEMIB. Oui, je parle de la FEMIB. Et je voudrais aussi dire merci à certains de nos bailleurs, tels que le PARGEFEM, le projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines, qui est un partenaire depuis 2015, qui nous a beaucoup appuyés et qui nous appuie encore. Et les autres partenaires qui proviennent des industries minières, qui ont cru en nous et qui acceptent donner de la place à la femme qui travaille dans leur société et à toutes ces structures minières, je dis merci. Je dis merci au ministère des Mines qui nous accompagne tous les jours. C'est vrai que ce que nous voulons, c'est pas chaque fois, ça ne correspond pas chaque fois à leurs désirs, mais ils font de leur mieux. Et je voudrais profiter de ce plateau pour dire merci au ministère des Mines qui nous accompagne. Je dis également merci à toutes les autres structures, à toutes les autres OSC qui nous accompagnent jour et nuit. Et merci à toutes les femmes de la FEMIB, à toutes les femmes du secteur minier qui acceptent s'engager, qui acceptent travailler pour faire rayonner notre image au sein de ce secteur. Merci. Merci. Madame Dabo, votre mot de fin? Vous remercier pour l'opportunité et puis l'antenne offerte. Et remercier, je ne vais pas me répéter, la présidente a déjà remercié vraiment tous les partenaires stratégiques qui nous ont vraiment
appuyer pour l'organisation cette année et nous espérons avoir plus de partenaires et parce que nous ne comptons pas nous arrêter de ce bon chemin. Merci. Merci. Madame Tapsoba. Ok. Je remercie beaucoup la FEMIB qui travaille à sensibiliser les femmes dans le secteur minier et qui essaie de mettre un trait d'union entre les femmes des mines et celles de l'administration. Vraiment merci. Et aussi, je profite de lancer un appel pour mobiliser les femmes pour la journée du 14 à sortir massivement pour la réussite de cette journée. Merci beaucoup. Madame Yé, peut-être un dernier mot? Ça va? Par là, un dernier mot, c'est bon? Un dernier mot, et voilà, tout est dit. Et moi, je voulais juste lancer un appel à vous, nos maris, les hommes, parce que les grandes sœurs ont parlé, les aînés ont parlé, mais ils n'ont pas touché ce point très sensible, parce qu'il y a des femmes qu'on essaie de mettre en avant, mais à cause du foyer, à cause du mari qui n'a pas compris vraiment le fonctionnement, le bien fondé, et puis voilà, elles reculent et elles disent « je préfère mon foyer que le travail ». Alors c'est un point très sensible et on vous appelle au secours, vous les hommes, pour soutenir nos sœurs, nos grandes sœurs, nos enfants qui sont dans les mines, afin que l'objectif visé soit vraiment atteint à la promotion de la femme. Merci. Merci beaucoup, madame. Okay, je vais juste ajouter un dernier mot. Je lance un appel aux sociétés sous-traitantes. Vous savez, quand on parle de mine, il y a la mine elle-même, mais la mine est constituée de sociétés sous-traitantes. Les cabinets de recrutement. Les cabinets de recrutement, les sociétés de forage minier. Moi, j'ai toujours travaillé avec les sociétés de forage minier. J'avoue qu'à ce niveau-là, tu peux voir une société de forage minier, peut-être il y a 1 ou 2 femmes seulement, ou bien peut-être une société de forage minier qui n'a même pas une seule femme. Or, nous avons également notre place dans ce secteur-là, dans ce milieu, dans la sous-traitance. Donc, nous appelons vraiment les sous-traitants miniers à faire un effort pour inclure les femmes dans leur équipe et que ce sera vraiment pour leur bonheur. Merci beaucoup pour votre appel, en espérant que l'ensemble des acteurs nous ont écoutés et que les différentes interpellations et appels seront prises en compte. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et je rappelle rapidement que nous étions avec Mme Lucie Cabré-Né-Caboré, et l'assistante administrative présidente de l'AFEMIB, l'association des femmes du secteur minier du Burkina. Nous étions également avec Mme Sirina Tour Dabo, coordinatrice des affaires institutionnelles chez Isakan. Elle est la première responsable à l'organisation des journées de la femme dans le secteur minier. Merci à vous d'être passé. Merci également à Mme Amsatou Tapsoba Né Compaoré, attachée de direction au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Et enfin, merci à Mme Maïmouna Guimbré Né Ouedraogo, ingénieure métallurgiste. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça sera tout donc pour ce soir. Merci, à très bientôt pour une autre émission. Bonsoir.